Podcast. J'ai pas encore eu l'occasion de mettre les mains sur le MacBook Air. Et je crois que j'ai passé ma phase de pèlerinage aux Apple Store. Ça y est, tu es adulte. Alors, j'irai pas jusque-là, mais c'est quand même beaucoup dire sur l'affirmation d'une simple... voilà. Mais non, c'est plus un lieu enchanté. C'est-à-dire que je peux avoir quasiment la même expérience, je vais dire quelque chose d'horrible. Et j'espère que Deirdre ne nous écoute pas. Mais je sais pas comment ça se dit avec l'accent. Donc, Deirdre ne nous écoute pas. Mais que, en gros, j'ai presque la même expérience dans un corner Apple chez Boulanger ou chez Fnac, tu vois. Parce que c'est tellement... Il y a tellement de monde à chaque fois que j'y vais, c'est tellement dégradé que, en fait, du coup, il y a moins de monde à la Fnac, en fait. Et du coup, bah, t'as plus de temps, tu peux voir le produit. Alors, tu peux moins toucher le produit parce qu'il y a plus d'antivol et tout. Voilà, c'est moins l'impression d'être dans un grand espace de jeu, quoi. Mais, bah, si tu veux juste voir le produit, t'es servi, quoi. Je crois qu'ils se sont débarrassés d'Angela Arendt, soit beaucoup trop tard, soit beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tard parce que la transformation de la boutique Apple et du centre de service Apple en espèce d'agora est engagée, quoi, et elle est irrémédiable. Enfin, ce serait difficile d'aller déconstruire les Apple Store les plus monumentaux qui ont été conçus comme des places publiques. Ou trop tard parce qu'ils sont pas allés jusqu'au bout. Et notamment le fait que ce soit des endroits où encore aujourd'hui tu sois obligé d'aller apporter tes appareils pour aller les faire remplacer. Que ce soit... En fait, le problème, quelque part, c'est que ce soit des boutiques. Ce serait un lieu Apple, un Apple Café pour convoquer un vieux projet d'Apple qui est jamais sorti de terre. Juste un endroit pour vibrer avec les produits Apple. Et oui, accessoirement, peut-être, il y a un iPhone au fond d'un tiroir, tu peux l'acheter. Ok. Et par ailleurs, il y a 5000 points de réparation en France. Là, on pourrait commencer à parler. Et tellement. Et je crois qu'ils y vont. J'ai notamment interviewé, là, il y a quelques semaines, le patron de Save, qui est un des premiers partenaires du nouveau programme de réparation indépendant. L'autre partenaire, c'est Wifix, qui appartient à Fnac Darty. Et l'autre grand partenaire. Et je crois que ça peut servir à résoudre une partie du problème. Si demain, tu as soudainement 1000-1500 points de vente où tu peux aller... faire réparer ton iPhone, ton Mac, exactement comme chez Apple, avec le même niveau de qualité, avec les mêmes pièces, avec les mêmes certifications, la même garantie. Le devis gratuit aussi, c'est très important. Personne ne le fait par Apple. Oui, mais oui. Enfin, je crois pas. Grosso modo, décentraliser le Genius Bar, quoi. Là, ok. Là, on peut parler. Et la boutique Apple peut redevenir sympathique. Mais là, t'as des usages qui sont tellement en conflit les uns avec les autres que c'est Apple Store par Dieu, Apple par Dieu, pour utiliser leur langage, c'est une certaine vision de l'enfer, quoi. Mais c'est ça, c'est que si t'as besoin de quelque chose, à moins que tu saches exactement où le trouver et comment sortir de là en vitesse, c'est chaud, quoi. Et même parce que parfois c'est au bac, et par exemple à Pardieu, enfin le temps d'aller te chercher ton adaptateur, t'as eu le temps de prendre un coup de chaud et de passer un quart d'heure dans la boutique, quoi. C'est... Non, juste non. C'est ça, et j'aime pas ça. Non, je peux comprendre. Mais du coup, je suis un peu déçu parce que j'aurais préféré que tu touches cette machine. Je l'ai touchée juste avant de partir en vacances. Elle est arrivée à la rédac, je l'ai eu dans les mains, quoi, c'est tout. C'est par le MacBook Air, bien sûr. Du MacBook Air, oui. Et ensuite, j'ai laissé les collègues... Les collègues jouer avec et les tester, écrire des tests. C'est assez agréable. Ouais. Faites. Laissez-moi tranquille, je me barre. La délégation, c'est la vie, hein, franchement. C'est beau. Hein. C'est beau. Et, mais je suis parti en vacances presque trop tard parce que j'ai eu le temps de voir les polémiques à la con et notamment le démontage à iFixit, quoi. Ouais. Au côté, ah non mais c'est bizarre, la batterie elle se connaît comme une batterie d'iPad, il y a pas de radiateur, bah oui, bravo. Oui, c'est un MacBook Air, oui effectivement, ouais. Bravo. Vous avez enfin compris que Apple Silicon ça permettait à Apple de faire un iPhone qui devient un iPad qui devient un MacBook Air, et que évidemment qu'ils vont utiliser les mêmes composants et les mêmes connecteurs et les mêmes techniques industrielles. Enfin, Apple, la plus grande boîte du monde qui fait un peu d'intégration.
2-3 trucs comme ça, quoi. Genre, c'est la même équipe qui bosse à peu près sur tous les mêmes appareils et ils savent faire, quoi. Et utiliser le même connecteur, ça permet d'économiser quelques milliards de dollars. Et hop, peut-être que c'est la spécialité de Tim Cook d'économiser quelques milliards de dollars sur des petits détails. Bravo, iFixit. Bravo. Ça fait genre 20 ans qu'on est dessus, quand même, je crois, non? Sur cette espèce de démarche. Enfin. Ouais, non, il serait temps, quand même. Il serait temps. Mais ça m'a inspiré un truc bizarre qui est, je me demande si le MacBook Pro 13 pouces, c'est pas une manière de gérer cette stupidité. Ou cette ignorance, disons. Parce que iFixit est stupide quand ils font ça. C'est du clickbait à la con. Le père de famille qui va à la Fnac, qui voit le MacBook Air et qui se dit cette machine est un peu bizarre, et qui se tourne vers le MacBook Pro. Quelque part, le MacBook Pro, c'est un PC un peu plus standard, quoi. C'est vrai. Il n'y a pas d'encoche dans l'écran, il y a des ventilateurs, tu vois les haut-parleurs, parce qu'il y a des grilles de haut-parleurs. C'est une machine beaucoup plus normale, quoi. Et quelque part, la présence du ventilateur, alors même que on voit avec le MacBook Air qu'il n'a pas forcément besoin d'un ventilateur, même si le M2 chauffe plus que le M1, machin, truc muche, enfin bon. On va passer sur ces détails-là. Mais quelque part, c'est une machine beaucoup plus normale, quoi. Et je me demande, c'est peut-être moi qui ai fumé, quoi, mais je me demande si quelque part le MacBook Pro, qui encore une fois, hein, la deuxième machine la plus vendue du catalogue d'Apple, et celle sur laquelle il marge le plus. Mais c'est pas une machine pour gérer un peu... quelque part, presque, ils innovent trop vite, et il faut une machine un peu plus conne pour gérer ça, quoi. Mais je crois que ça a toujours été un peu... Enfin, tu te souviens du mot de Steve Jobs sur le PC qui est ce camion, ce poids lourd, ouais. Et il faut passer à quelque chose d'autre, c'est l'iPad, quoi. Et le post-PC, du coup, met du temps à arriver. Oui, c'est ça, c'est un truc qui vient jamais, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la prophétie un peu non réalisatrice, c'est l'inverse de l'autoréalisatrice. Et je crois que, enfin, plusieurs fois Apple s'est fait avoir à son propre jeu. Quand ils ont fait les claviers papillons, tout ça, quand ils ont fait le Mac Pro. Le MacBook. Bah oui, tout à fait, le MacBook. Donc il y a plein d'itérations comme ça où ils ont essayé d'aller trop vite, plus vite que la musique, et les gens n'étaient pas prêts. Et ils vont continuer, mais là, clairement, ils ont retenu la leçon. Et il y a aussi, évidemment, enfin, c'est jamais un seul avantage, un seul intérêt pour une machine. Une des raisons pour lesquelles le MacBook Pro, comme l'iPhone, par exemple, je sais pas, 11 est encore au catalogue, bah, il faut un truc de référence, entre guillemets pas trop cher par rapport au reste, moins cutting edge, mais plus rassurant aussi. Et sur lequel on fait de la marge de ouf. Presque l'iPhone SE, en fait. Oui, c'est ça. C'est un iPhone qui a encore un bouton. Tout à fait ça. Tout à fait ça. Et en même temps, c'est malin parce que quand tu repenses aux logiques d'intégration industrielle, c'est une machine qui est cutting edge à l'intérieur. C'est vrai. Et donc, ils produisent pas 15 processeurs, quoi. C'est la même puce que dans le MacBook Air. Et en même temps, le tooling n'a pas besoin d'être refait. Enfin, on en parlait il y a quelque temps voilà, tous les iPads ont la même tronche et enfin, c'est le même châssis depuis des années. Bah oui. Si tu dois remplacer les machines pour usiner, ça te coûte à l'échelle d'Apple quelques centaines de millions de dollars. Si t'as pas besoin de le faire, t'augmentes ta marge. Encore une fois, Tim Cook, faut penser à Tim Cook. Toujours Tim Cook. Toujours. Et le MacBook Pro, c'est aussi ça, quoi. C'est quelque part, bah oui, on change pas le tooling. C'est un châssis qu'on a depuis quasiment 10 ans, si je dis pas de conneries. Et je montrais à un collègue, au plus jeune de nos collègues, je montrais mon bureau quand j'étais à la fac, et où j'avais un MacBook Pro 13 pouces. Et il comprenait pas ce qu'il avait sous les yeux. Et il se demandait ce que c'était que cette machine. Enfin, ce que cette machine avait de particulier, quoi. Et je lui répète, quoi, la machine, la photo a, je sais plus, quasiment 15 ans. La photo a 15 ans. Ouais. La photo a... Et à un moment, ça fait tilt. Ah oui, d'accord, c'est vrai, d'accord. Le MacBook Pro M2, c'est la même machine que celle-ci. Oui. Ouais, est-ce que peut-être tu voudrais faire un article sur le sujet? Pas mal. Et c'est marrant parce que t'as les deux trucs, quoi. Ce MacBook Air qui est une machine qui en même temps a un profil. Quand la machine est arrivée au bureau, je suis tout de suite allé sortir. On a un vieux MacBook 13 pouces noir. Les tout premiers, là. Ceux avec les bords qui craquaient, là. Ouais, ceux qui vendaient un peu plus cher. Le chef produit nous avait expliqué à l'époque. Bah, on le vend plus cher parce qu'on peut. Et qui voulait vendre, enfin, qui pensait notamment vendre ça à des cadres d'entreprise, tu sais, typiquement la clientèle qui achetait de l'IBM à l'époque. Et on le vend plus cher parce qu'on peut. Et
le MacBook Air M2, le bleu, là, le noir minuit, là, m'a immédiatement fait penser à cette machine. Donc c'est marrant parce que il y a un côté, et tu regarderas, mais si tu vas sur MacG et que tu regardes la série de photos qu'a fait mon collègue Stéphane avec la machine que je vais chercher dans le placard et le MBA M2, c'est marrant, t'as l'impression que c'est la même machine physiquement, quoi. Il y a un peu comme le MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces là, qui faisait penser au G4 Titanium. Oui. Quelque part, c'est des machines qui ont un côté très nostalgique, et en même temps, c'est putain de cutting edge à l'intérieur. Ouais. Et puis, t'as le MacBook Pro 13 pouces. Je pense que MacBook Pro SE, c'est vraiment son nom. Mais en fait. presque. En interne, c'est Ouais. c'est quasiment ça, en vrai. Bon, non, peut-être, effectivement, comme tu dis, il est à l'intérieur, c'est quand même plus... mais il y a des éléments sur lesquels, tu vois, entre la webcam, les haut-parleurs, tout ça, il y a des éléments sur lesquels il n'y a pas de... Il n'y a pas de transition, vraiment, il n'y a pas de progrès particulier. Donc c'est vraiment les entrailles brutes qui changent, mais l'habillage et le reste ne changent pas. C'est intéressant. Et ce qui est fou, c'est qu'il va être... en tout cas, dans nos cercles, il va être éclipsé par le MacBook Air, parce que c'est une machine qui, physiquement, elle dégage un petit truc, quoi. Mais c'est probablement la meilleure machine des deux. Le MacBook Pro est probablement quelque part, quand tu le prends en tant que système en entier. Je me demande si c'est pas la meilleure machine des deux. C'est marrant ce que tu disais sur la nostalgie du design, parce que je crois que ça coïncide aussi avec le retrait de Johnny Ive, qui était très anti-passé. Oui. Tu te rappelles de ça ? Il avait fait plusieurs sorties là-dessus, où il était... même le livre Apple, limite, lui avait pas un peu coûté, mais il avait défendu dans l'angle « Non, mais c'est plutôt un process de travail, nanana, ok, mais c'est pas ce n'est en rien une espèce de... » Il y avait un petit côté enterrement, quand même. Ouais. C'était, on fait ce livre pour faire mourir ce design, quoi. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment, on ferme un chapitre, quoi. On ferme un livre. Ils ont pas bazardé d'ailleurs tous les trucs qu'ils avaient Quand Jobs était revenu, ils avaient bazardé leurs archives que je sais plus trop quelle division de Stanford devait récupérer. Ouais. Mais maintenant, ils ont un service d'archives. Okay. Notamment, ils ont fait une... Dans leur système de com interne, ils avaient fait un article qu'ils avaient envoyé à tous les employés sur les archivistes d'Apple qui maintiennent le musée et tout ça. Enfin, les archives internes de matériel et logiciel et de documentation aussi. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis. Oui. Il y a un côté, ils regardent beaucoup plus en arrière. Mais enfin, les couleurs de l'iMac, quoi. Bah, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je suis quand même étonné que... Enfin, je te voyais capable de me dire, là, Anthony, faut que je te parle, faut qu'on parle. J'ai acheté un MacBook Air. Écoute, je vais pas te mentir, j'étais pas loin. Mais, 3 choses. Première, pas de thunes. Bon, c'est pas un vrai obstacle, mais quand même. Deuxième, c'est... je crois quand même que je suis en train de passer au fixe pour de bon, en tout cas sur un plus long terme qu'auparavant. C'est toujours été des cycles, hein, portable, fixe. Mais voilà, là, c'est l'iMac, j'en suis très content. Finalement que le prochain sorte quand même, parce que je commence à en avoir marre, mais voilà, il est quand même très bien. Et troisième point, c'est que j'ai un MacBook Pro 13 pouces Intel au boulot, dont je me sers pour 2-3 trucs perso de temps en temps. Mais on vient de le changer il y a 3 jours pour un M1. Ah. Et du coup, je redécouvre le M1 avec tellement de plaisir que, en fait, ouais, il n'y a vraiment aucune utilité pour moi de changer, quoi. En revanche, si j'achète à nouveau un portable, et je pense que c'est pas impossible que ça arrive, ce sera dans une optique beaucoup plus générale de bureau, parce que là, j'ai pris l'iMac notamment parce qu'il y avait tout en un. Il y avait la caméra qui est bonne qualité, il y avait les bons haut-parleurs, il y avait tout ça, tout l'écran et tout. Un écran difficile à trouver dans cette dimension, dans cette résolution, tout ça. Et avant, j'avais un Mac Mini M1 qui était très bien, mais du coup, voilà, il y avait tout ce bordel de câbles, de trucs, voilà. Et je vais peut-être passer à un bureau debout, c'est un truc que j'envisage. Et du coup, je passerai peut-être aussi à un écran à un système un peu différent où l'ordi serait en dessous, par exemple. Et dans ce cas-là, un Mac Mini à nouveau ou un portable pourrait s'envisager. Enfin, il y aurait un autre système peut-être mis en place. Et dans cette optique-là, ouais, mais ce ne sera pas le MacBook Air que je prendrais dans ces cas-là, je pense. Il me faudrait un truc un peu plus avec un peu plus de choses dans le ventre quand même. C'est bien, je suis content. Je sais que la rubrique acheter, on va pouvoir la remplir pendant au moins 2 ou 3 ans. Là. Non mais je te jure, le problème c'est que dès que tu veux changer un truc fondamental comme le bureau, tout suit derrière. Tout suit. Ouais. Tout suit, c'est incroyable. Enfin, on en rigolait avec Adrien tout à l'heure, mais en fait... Non, tu en rigolais. Non, c'est lui qui a fait la blague. Je te garantis que c'est lui qui a fait la blague. Et en fait, on passe notre vie, depuis qu'on est installé, à tous les 6 mois changer de setup.
Genre, on change un élément dans notre studio respectif, dans notre bureau respectif, et pouf, tout le reste suit comme ça, c'est un jeu de domino permanent, quoi. Je te jure. Regardez alors. Anthony, j'ai regardé des choses, oui, que j'aurais aimé ne pas regarder. Non, j'ai regardé, j'ai fini la saison 2 de Upload. J'avais beaucoup d'affection pour cette série et ça finit un peu moins bien que ça n'avait commencé pour moi, je trouve. J'aimais beaucoup les enjeux, les questions philosophiques qui se posaient, avec les pros et anti-Upload notamment, vu qu'il y avait un peu de spiritualité casée là-dedans, les positions un peu nuancées entre Nora et son père, par exemple, ce genre de choses. Et ça devient très binaire au fur et à mesure de la saison 2, jusqu'à la fin où c'est carrément un truc un peu il faut que tout le monde ait droit à l'upload, quoi, sans spoiler. Et non, en fait c'est bien d'avoir un peu de nuance dans le dans le truc, quoi, parce que la question de l'upload elle-même, philosophiquement, éthiquement, se pose, quoi. Et j'aimais bien qu'on pose encore ce débat-là. Et donc je suis un peu gêné par la fin, j'avoue. Mais bon, peut-être que la saison 3 sera mieux, hein. Et sinon, 30 Rock, que je fais découvrir à Adrien, que je regarde du coup pour la deuxième fois. On est à la saison 2, milieu de la saison 2, et j'aime encore plus que la première fois, je crois. C'est le moment où ça commence à trouver son rythme, et il y a 2-3 saisons là où c'est... Il y a des punchlines à toutes les quarts de seconde et tout, enfin, c'est hyper intelligent. Non, c'est très bien, très bien. Sur... je sais pas si je dois dire sur ta recommandation. Je suis allé voir les premiers épisodes du Flambeau. J'ai tenu 5 épisodes. Je suis désolé. Histoire vraie, ma radio dans ma salle de bain est tombée en panne de batterie en plein milieu d'une interview de Cohen sur France Info au sujet du Flambeau. Tu vois, c'était un signe. J'ai interprété ça comme un signe. Là, c'est un signe, effectivement. Ouais. Il a commencé à ouvrir sa bouche sur le Flambeau en disant que c'était vachement bien. Bip, 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 bip. Et elle tombe en panne. je vais essayer d'aller au bout parce que je suis en vacances et que il faut passer le temps. Mais d'abord, je pense qu'il me manque plein de références pour que ça marche vraiment, parce que j'ai regardé aucune des émissions à laquelle ça fait référence. Ah, c'est ça aussi. Et je crois qu'il faut un peu de culture télévisuelle que j'ai pas du tout pour que ça marche. Mais en même temps, je crois que dans le genre satire de la télé, ça marche moins bien qu'une série que tu adores, Quel cœur a ses raisons. Où il y a... C'est bizarre de dire ça, du cœur a ses raisons, mais je crois que c'est plus subtil que le Flambeau, tu vois. Ça l'est parce que c'est très franc sur la caricature, au point que ça devient premier degré dans un sens. C'est-à-dire que le Flambeau, tous les acteurs savent et te disent en permanence, sans le dire, que c'est une satire, une parodie. Tandis que là, parce que justement il y a toutes ces références à des choses existantes, mais qui sont actuelles aussi. Et limite tu pourrais entendre les rires enregistrés. Enfin, tu vois, c'est très cadré comme ça. Le cœur a ses raisons, ils sont dedans. C'est une telenovela, mais alors après, voilà, complètement, voilà. Par contre, faut dire un truc, c'est qu'au niveau photographique, le Flambeau, c'est impeccable. C'est fort. Enfin, c'est tourné exactement comme les petits clips que j'ai pu entreapercevoir des émissions de télé-réalité, et c'est... Enfin, ça participe quand même grandement à l'ambiance, quoi. Si c'était tourné différemment, enfin, si c'était tourné comme un film, par exemple, ça marcherait moins bien. S'il y avait une grosse profondeur de champ, par exemple, ça marcherait pas. Là, c'est vraiment un style documentaire, un style... T'as l'impression de regarder une émission de télé-réalité, je crois que ça là-dessus, ça marche vachement bien, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais parfois, c'est un peu grossier, les ficelles sont... Enfin, tu vois, c'est... Et je crois pas qu'il y ait besoin... Le principe de base de ces émissions est quand même tellement débile que... C'est ça. C'est que souvent, c'est comme si je crois que c'est ce qu'on appelle l'exposition au cinéma, dans le terme cinématographique, où on te montre l'enjeu ou bien tel levier de tel truc. Et là, c'est un peu forcé des fois. Ouais. C'est vrai. À propos de télé-réalité, parce que je regarde de la télé-réalité, mais sur Netflix, moi, monsieur. Je sais pas si c'est beaucoup mieux. Non, je crois que c'est pire. Un truc qu'on regardait avec Cécile pour faire passer le temps, c'est Blown Away. C'est un truc avec des souffleurs de verre. Je crois qu'ils ont un autre truc avec des gens qui travaillent du métal, et enfin, il doit y en avoir 150 aux États-Unis, des trucs comme ça. Et je crois que c'est la 3e saison. C'est une espèce de concours un peu comme MasterChef, sauf qu'au lieu de cuisiner des plats, ils soufflent des vases et des sculptures en verre. Et il y a une tendance,
chouïa fatigante, un certain conformisme bien pensant, tu vois. On doit remplir toutes les cases dans la grille démographique. Preach. Et donc là, cette année, on a une personne trans, une veuve, un Amérindien, et ok, pas de souci avec ça, au contraire, la représentation est super importante, à condition que ces gens-là aient autre chose à présenter que leur identité. Surtout quand on parle d'un concours d'art, quoi. Et moi, je trouve ça super symptomatique d'un truc sur lequel j'ai beaucoup écrit, mais qui est... on a tendance à penser ces derniers temps qu'une collection d'individus, c'est la même chose qu'une société. Or, je crois pas. Et il faut dépasser son individualité pour trouver une part d'universalité, quoi, si on veut faire société. Et accessoirement, si on veut faire de l'art. Et là, il n'y a pas, quoi. Et c'est d'autant plus comique qu'à la fin, spoiler alert, c'est un mec blanc qui gagne. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc voilà, quoi. Bof. C'est marrant ce que tu dis. On parlait avec des collègues de Emily in Paris parce que actuellement près du boulot, ils sont en train de tourner la saison 3. Et du coup, on a aperçu... tellement hâte, de manière absolument pas ironique. Non mais c'est horrible, la saison 2, je suis une vraie bitch, quoi. Je l'ai bingé, mais alors je déteste en même temps parce que je sais... Enfin, mais chaque irritation me donne envie de regarder la suite, c'est horrible. C'est de la vraie catharsis, c'est parfait. C'est ça. Mais tu vois, Julien, le noir homosexuel de l'agence, en fait, à part être homosexuel, qu'est-ce qu'il est, quoi? Il est hyper creux. Les motivations... il a un peu évolué en fin de deuxième saison. Oh, franchement, tu trouves? Oui, comme le reste de l'agence, du coup, dans ce cas-là. Oui, c'est plus seulement un token, quoi, comme ils disent en anglais, quoi. Il a fallu quand même genre 20 épisodes pour que ça arrive, mais bon. Okay. Oui, et c'est un vrai problème. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable de dépasser ça. Et ce qui est marrant, c'est que les séries des années 90, par exemple, l'apparition des homos à la télé américaine, dans Will and Grace, dans Friends, par exemple, des trucs comme ça, ils sont pas uniquement réduits à leur identité de genre, à leur préférence sexuelle. Et c'est bizarre, parce que quelque part, il y a une sorte de recul où tu réduis leur genre à une composante qui finalement est assez accessoire, quoi. Enfin, c'est bizarre. Je me demande ce que ça veut dire. J'ai bien quelques idées, mais... Ouais. Écoutez. J'ai écouté des choses que j'aurais préféré ne pas... Non, ça va. J'ai écouté Small World de Métronomie, leur dernier effort, là, qui est sorti il y a quelques mois, quand même, déjà. Métronomie, oui, tu te souviens, The Bay? Mais oui. The Look et The Bay. J'avais oublié. Et voilà, comme tout le monde. Et je crois que c'est très difficile pour... C'est un groupe intéressant parce qu'ils avaient fait des albums avant cet album-là, The English Riviera, ouais. Et ensuite, ils ont fait d'autres, mais c'est drôle d'avoir ce pic au milieu ou au début de ta carrière, mais pas sans que ce soit ton premier album, tout à fait. Et avoir 2 hits comme ça, et ensuite passer à nouveau sous le radar un petit peu. Donc c'est frais, c'est bien pour l'été. C'est pas l'English Riviera parce que c'est pas aussi accrocheur, très clairement. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi... Alors, je sais pas si c'est si c'est de la chance, leur album dont tout le monde se souvient, ou si c'est une volonté de leur part de faire quelque chose de plus indé ou de plus différent. Mais bon, en tout cas, c'est différent. Et c'est pas des hits, quoi. Ah, je vais aller écouter ça, tiens. Métronomie. J'ai l'impression d'avoir perdu 10 ans. Voilà, avec plaisir. Waouh. J'ai aussi écouté Mitski qui a fait Laurel Hell en début d'année, je crois. J'avais beaucoup aimé son album précédent qui s'appelait Be the Cowboy. Celui-ci est beaucoup plus sombre, beaucoup plus lent. Pas ma vibe, donc je ne réécouterai pas. Mais je salue toujours déjà la chanteuse, j'aime beaucoup sa voix, ses arrangements, ses paroles. Franchement, elle est forte. Et enfin, comme toutes les biatches qui se respectent, j'ai écouté le nouveau Beyoncé. Renaissance, qui est a priori l'acte 1 d'un arc à venir, quoi. Ce qui est frappant, c'est que il y a plus d'auteurs par morceau que de titres dans l'album. J'ai lu des articles fantastiques sur la pratique du featuring et l'explosion du featuring. Enfin, les limites, si tu poses une virgule sur un papier, t'es maintenant considéré comme un auteur. Ouais. Enfin, c'est incroyable. Alors oui, en plus, elle, c'est sur 2 niveaux. C'est non seulement les auteurs qui écrivent pour elle,
et aussi tous les samples qu'elle utilise. Les samples, ouais. Mais en même temps, c'est bien parce que quelque part, Oui. t'as aussi une vraie reconnaissance de la chaîne de production musicale, ce qui est quand même quelque chose qui avait beaucoup manqué jusque-là, quoi. Alors, pas tout le temps. La preuve, c'est qu'elle a enlevé un sample récemment. Oui. Parce que... Oui. Voilà. Et c'est pas la première fois que ça arrive d'ailleurs dans sa musique. Mais je crois que c'est le risque quand t'es Beyoncé, que tu n'es plus une personne mais une entreprise, et que tu construis tes albums comme des produits. Et qu'il y a tellement de monde impliqué en début et en fin de chaîne que ton empreinte à toi est plus dans le management que dans la conception elle-même. Mais ce qui peut dire que c'est des mauvais morceaux, hein, attention. Hein. Mais en même temps, c'est ça, quoi. C'est exactement comme c'est une réalisatrice d'album. C'est ça. C'est vraiment ça. Je pense qu'elle a énormément elle sait où elle va et elle sait qu'elle a un goût très sûr. Mais voilà, c'est la manière entre Mitski et elle, par exemple, voilà, c'est deux opposés très opposés. je n'ai suivi que la controverse sur un certain mot. Oui, alors du coup, magie du streaming le permettant, on a la version qui est sortie vendredi dernier n'est plus la même que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu réécoutes certains titres, il y a un sample en moins du coup sur je sais plus quel titre, et un mot qui a été barré, donc qui a été réenregistré aussi. Donc t'as un album qui a changé dans l'espace de moins d'une semaine, c'est très impressionnant. Ce qui serait jamais arrivé avec des CD, quoi. C'est fantastique. Fantastique. Et en fait, donc la controverse, c'est intéressant sur ce mot parce que il y avait déjà eu les mêmes controverses avec la chanteuse Lizzo sur notre album. Elle avait changé un mot, c'était en juin. Et curieusement, c'est passé à travers les mailles. Voilà. Comme l'intervenante, je crois que c'était dans le Guardian, qui avait épinglé Lizzo il y a 2 ou 3 mois, et qui l'a épinglé Beyoncé. Je me demande si c'est Beyoncé qui se croit si importante, enfin quelque part plus grande que le monde, qu'elle peut s'affranchir de ce genre de problème. C'est pas impossible. Si ça montre qu'il y a peut-être un problème de veille chez ces gens-là, quoi. Et que du coup, ça voudrait dire quelque part que Beyoncé a pas écouté Lizzo, et je trouve ça triste. Parce qu'il faut écouter Lizzo. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'elle était très focus sur les artistes un peu plus anciens. Il y a beaucoup de références à une scène précédente un petit peu, mais je crois que ça montre plutôt le deuxième cas, effectivement. Enfin, si on raisonne en termes marketing, produit, tout ça, c'est un problème de veille stratégique. C'est pas un problème c'est même pas un problème, en fait, d'authenticité des paroles, dans un sens. Ouais. C'est curieux, non ? Mais c'est fantastique, parce que ça prouve tout ce qu'on dit depuis des années sur le streaming, quoi. On ne possède rien. On ne possède absolument rien. Ce que tu écoutes aujourd'hui, c'est pas dit du tout que tu puisses l'écouter le lendemain. Ni cette version, ni ce... Voilà, c'est... Et tout ce qui est en général, d'ailleurs, avec un abonnement, je pense. Ouais. C'est intéressant de se rappeler. Fun. Vraiment. Assez étrangement, alors que j'ai reçu un nombre incroyable de suggestions d'électro à écouter. J'ai rien du tout écouté ces 2 ou 3 dernières semaines. D'abord parce que j'ai dû boucler un bouquin. Acheter une tech verte, c'est vachement bien, ça vaut seulement 3,99€ et c'est dans toutes les librairies numériques. Et on peut lire dans ASMR comme ça si vous voulez. Je peux. Il y a eu ça, et puis il y a eu le fait... les vacances, quoi. Oui, quand même. Mine de rien, j'écoute quand même pas mal de musique en lisant et en écrivant, et là, voilà, quand tu vas par Mons et par Revaux, en claudiquant, t'écoutes moins de musique. Je voudrais quand même signaler quelques podcasts, parce que du coup, dans le train, j'écoute des podcasts, et il y en a un que j'écoute depuis le premier épisode, qui est Dithering, qui est le podcast de Ben Thompson et de John Gruber. C'est 15 minutes, 2 fois par semaine. C'est payant. Je crois que c'est tout ce qu'il faut faire avec du podcast quand tu t'appelles Ben Thompson et John Gruber. C'est-à-dire que je crois pas qu'Arnaud Jourdain et Anthony Elzin Santos pourraient faire la même chose. Pas encore. Pas encore, mais parce qu'ils sont pas... je vais dire qu'on n'est pas connus, mais si, dans nos cercles, on est connus. Mais notre cercle est tout petit. Quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes. C'est pas faux. Ou quelques centaines de milliers, quelques millions à l'échelle de MacG, mais je crois pas que ça suffise. Pour lancer un truc qu'on ferait payer 5 balles par mois. Ce que je trouve
fascinant, c'est de voir Gruber vieillir et devenir de moins en moins affûté, de moins en moins curieux et de plus en plus problématique. Ça se voit un peu sur ce qu'il écrit, mais alors ça m'intéresse beaucoup ce que tu vas dire sur... Okay. Vas-y. Notamment, il a eu des sorties sur le rôle de la Commission européenne qui sont vraiment à côté de la plaque. Il a eu des sorties sur la standardisation, sur le rôle de la concurrence qui sont complètement à côté de la plaque. Et quelques erreurs techniques qui me font dire que Oui. Mais je trouve ça drôle parce que... Enfin... Non, drôle, c'est pas le bon mot, mais par exemple, on voit Jason Snell, qui est un vieux de la vieille aussi, quoi, qui, plus les années passent, plus il est pointu, mais en même temps, plus il est accessible. Et il a vraiment trouvé une bonne balance, et pour moi, c'est vraiment un bon exemple, hein, parce que je veux continuer à aller en profondeur, mais être capable d'expliquer de manière toujours plus claire, quoi. Et cette capacité de clarifier ton style, clarifier ta plume, vraiment être capable de trouver le bon mot, et le mot juste, mais aussi le mot le plus simple. Et où parfois ça demande des périphrases, et pour expliquer des concepts très très pointus t'es obligé d'écrire 3 paragraphes, mais quand t'es capable de le faire, je trouve ça très plaisant. D'abord, c'est très satisfaisant pour moi, quoi, mais c'est très utile pour le lecteur, la lectrice, et Snell est capable de le faire, et je crois qu'il le fait de mieux en mieux chaque jour qui passe. Gruber est de moins en moins capable de le faire. J'ai toute une théorie sur comment la bien-pensance sociale est une espèce de roue qui broie ce qui était à son sommet quelques minutes auparavant. Mais c'est fou. Enfin, tu regardes... je me suis pris de passion. Il a une page sur son site où il y a le prix de ses sponsors. Le prix auquel il facture le sponsoring sur son site. Ça ne cesse de baisser d'année en année. Ah, merde. Et ce type est présent... Alors, il a certes son podcast, mais il est surtout présent sur le web. Et... il a le même site web depuis toujours. Il faut un télescope pour lire. C'est Verdana en 11 points ou Arial en 11 points. C'est illisible. et alors que Snell, il est passé de Macworld. Je fais vraiment de la presse papier. Enfin, toi et moi qui avons travaillé pour cette presse papier. La presse papier la plus bête du monde, quoi. Je voudrais pas dire que Nowhere est bête, mais parce que ce qu'on faisait avec Nowhere à l'époque, ce que David faisait à l'époque, était révolutionnaire. C'était très intelligent, mais c'est dommage que ça n'avait pas duré. Très intelligent. Mais c'est la presse papier bête et méchante avec un modèle économique bête et méchant. Ouais. Et il est passé de ça à Six Colors avec un modèle d'abonnement, avec son empire de podcasts. Enfin, et Gruber quelque part est plus ronflant, quoi. Mais le mec le plus intéressant dans Dithering, c'est pas Gruber, c'est Thomson. Qui est le type qui a ce blog qui s'appelle Stratechery, qui est un truc vraiment d'analyse super en profondeur de la stratégie industrielle, de la stratégie économique des technologies. Ça, c'est pas de la technologie, je regarde les puces, quoi, c'est pas Anantech, quoi, ou Ars Technica. C'est vraiment, je parle de la stratégie industrielle, de la stratégie économique, presque de la stratégie philosophique parfois, qui est un truc qui évidemment m'intéresse au plus haut point. Et lui, même chose, plus ça avance, plus c'est fin, plus c'est profond, plus c'est complexe, mieux c'est fait. Et c'est passionnant de les entendre parler parce que tu entends le contraste, et parfois dans ce contraste, parfois quand l'un trébuche, l'autre le rattrape, et c'est dans ce geste un peu comme ça, un peu rapide, un peu réflexe, qu'il se passe un truc. Et c'est passionnant. Tu l'écoutes limite comme un truc de sociaux plutôt, en fait. Ah mais complètement. Et je paye mes 5 balles par mois malgré la remontée du dollar, parce que c'est plus le dollar qui a remonté que l'euro qui a baissé. Je le paye avec grand plaisir. Et 2 autres podcasts. Il y a Outside In, qui est un podcast sur le monde de la nature, qui a un peu changé de formule, que j'ai redécouvert. Je m'étais désabonné, je me suis réabonné. Et ça l'empêche de s'enquister. Il a un peu réussi à se renouveler, alors que par exemple 99% Invisible, le truc de Roman Mars, m'ennuie à mourir maintenant. À tel point que j'ai fini par lâcher. Et Immaterial, c'est un podcast que le Met a lancé il y a quelques mois. C'est sur les matériaux qui sont utilisés dans les œuvres d'art. Et c'est génial. Évidemment, les gens qui ont fait de l'histoire de l'art ou qui sont mariés à des gens qui ont fait de l'histoire de l'art au hasard apprendront pas grand-chose, mais c'est très bien foutu, quoi. Le Met a aussi un excellent channel YouTube. Ok, c'est bon de savoir ça.
Et parfois les podcasts, c'est bien. On en parle peu, on parle surtout de musique dans cette rubrique, mais parfois il faut parler de podcast. Après tout, nous enregistrons un podcast. Et merci de l'écouter. et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes. Ah ouais, mettez 5 étoiles s'il vous plaît, c'est cool. Mais seulement si vous le pensez, mais non, faites-le quand même, quoi qu'il arrive. non. Ouais, voilà, en fait, oui, qu'est-ce que je dis, moi. Et qu'est-ce qu'on a lu, Anthony, cette période? J'ai lu plein de livres, c'est assez étrange. J'ai lu un truc qui s'appelle La famille Martin de Fenkinos, c'était nul. Oups. C'est le genre de livre qui est écrit... Ça aurait pu être écrit par une intelligence artificielle parce que c'est une espèce de remâchage de tous les clichés de romans pour la ménagère de moins de 50 ans rêvée par les marketeux dégoulinants de stupre. Enfin, c'est nul. Et ça a été compensé par 2 lectures qui sont beaucoup moins nulles. Je déballe ma bibliothèque de Walter Benjamin. Le petit essai qui s'appelle Je déballe ma bibliothèque, c'est un truc que je lis au moins 2 fois par an. Et là, j'ai fini par aller lire le reste de la collection. Je disais dans le podcast précédent que je voulais me faire un cycle de lecture sur la collection. C'est un excellent point de départ. C'est un truc fascinant sur l'art de la collection. Et il a tout un tas de petits essais sur notamment les bouquins pour enfants qui sont passionnants. C'est des pépites. Et j'ai enfin réussi je vais le porter comme un badge d'honneur. Enfin réussi à lire un livre de Thomas Piketty. Je les ai tous en format numérique. J'ai pas réussi à lire les 2208 pages cumulées des précédents. Par contre, une brève histoire de l'égalité qui, comme son nom l'indique, est relativement bref puisqu'il fait moins de 400 pages. Ça, j'ai réussi à lire. Et c'est pas mal du tout. Dans le genre type qui est capable d'expliquer des trucs compliqués de manière assez simple, mais en filant des graphiques, des notes de bas de page et tables de données pour que tu puisses aller objectiver ce qu'il raconte, vérifier ce qu'il raconte et creuser. Bref, faire du travail universitaire sans avoir l'air d'y toucher, c'est quand même hachement bien foutu. Après, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, c'est l'économie, c'est absolument pas de la science, il faut le dire. Oui, il faut le répéter surtout, je crois. Donc voilà, il se trouve que je suis plutôt d'accord avec une partie de ce qu'il raconte, mais justement, être capable sur la partie avec laquelle je suis moins d'accord, d'avoir les éléments, d'avoir son avis expliqué de manière claire, et surtout d'avoir de quoi creuser, c'est super. C'est un très bel ouvrage ressource, et c'est presque décevant qu'il n'ait pas été capable de le faire plus tôt. Après, la brièveté, ça s'apprend, hein, c'est pas... C'est ça. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir lu Piketty, et c'est bien de prétendre, c'est mieux de l'avoir lu. Je sens que t'as envie de nommer des gens dans ce tacle-là, un petit peu. De mon côté, j'ai lu 2 articles assez conséquents, parce qu'ils avaient tous les deux pas mal de liens qui favorisaient la sérendipité, j'aime beaucoup ça. Le premier, c'est Use the 85% rule. Non mais j'ai la flemme, il fait 35 degrés, écoute, merde. Tu as raison. To Learn Anything Way Faster de Jessica Stillman sur Inc.com. Un article intéressant d'une collaboratrice du site qui écrit souvent sur ce sujet de la compréhension, de l'assimilation, l'apprentissage, tout ça. Et notamment dans mon entreprise actuelle, on parle beaucoup de célébrer l'échec. C'est quelque chose qui me paraît totalement contre nature et incompréhensible. C'est-à-dire que, d'abord incompréhensible, et ce que j'en comprends me paraît contre nature. Et on parle aussi mais c'est parce que t'aimes pas Darwin. J'aime pas trop Darwin. Je sais pas si j'aime pas Darwin. J'ai jamais lu Darwin. Il faudrait que je lise Darwin. Mais le fait de sortir de la zone de confort aussi, c'est exister dans cette même optique. Et ça, pour le coup, j'aime pas trop non plus. Et ce que dit l'article, c'est que le confort est l'ennemi naturel de l'apprentissage. Ce qui est en fait une manière bien dite, je trouve, de... Oui. En fait, c'est quelque chose que tu sais déjà instinctivement, mais qui est exprimé très brièvement et bien. Et qui éclaire un peu l'intelligence, je trouve. Enfin, ça, moi, en tout cas, ça m'a éclairé mon intelligence à moi, qui est pas très... Et pour éviter le défaut ou l'excès, c'est-à-dire soit l'immobilisme ou le burn-out d'effort, il faut un niveau d'effort donc idéal,
Ils appellent ça le Goldilocks Principle, tu vois, d'un boucle d'or, c'est là où ils cherchent la bonne température, voilà. Et elle parle du coup de la règle des 85. C'est que si on n'échoue pas dans 15% des cas, on n'apprend pas suffisamment bien. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Alors 15%, c'est un peu bizarre de parler en pourcentage comme ça, on n'est pas en train de mesurer tout ce qu'on fait avec des chiffres et tout, mais elle cite notamment une coureuse olympique, Alexis Papis, qui elle-même cite son coach, et qui a une règle des 3 un petit peu, règle des tiers plutôt. Quand tu suis un rêve, tu es censé te sentir bien un tiers du temps, ok, donc correctement un tiers du temps, et pas bien, voire très mal un tiers du temps. Et si jamais c'est pas le cas, c'est que tu fais quelque chose de mal, t'es pas sorti assez de ta zone de confort, ou t'en es trop sorti au contraire. Ouais. Et donc autant la question de sortir de la zone de confort et tout me semblait un peu parfois abstraite, et puis un peu pour l'amour de la formule, quoi. Genre un truc un peu creux qu'on dit comme ça, mais il faut sortir des années. Autant là, ça donne une balance déjà beaucoup plus facile à respecter, je pense, ou en tout cas à viser. Et ça encourage à pas trop en faire non plus, quoi. L'autre article que j'ai lu, c'est sur le site Culture and Honors Manual de David Marks. Qui est... Ouais, hein. Ouais, hein. Il y a des fois où t'es content que Internet existe, en fait. T'es content que Ouais. Internet existe parce que des gens comme ça, comme Craig Mott qui m'a fait découvrir David Marks, existent. Comme Anthony Nazar Santos existe. Et donc, ah là là, quel lèche-cul. Et donc, ça s'appelle Notes on Our Tasteless Era, donc les notes sur notre époque sans goût. Et forcément, c'est un sujet qui me fascine parce que moi, vieux conservateur aigri, je trouve tout dégueulasse aujourd'hui. Donc, on parlait de snobisme la dernière fois. La résurgence du mauvais goût pourrait être une cause indirecte de cette réaction que j'ai. Parce que je consomme du mauvais goût. On parlait d'Emily in Paris, tu vois, c'est du mauvais goût. Mais parfois, il m'arrive de m'en rendre compte, mais je le consomme quand même, quoi. Et je crois qu'il y a plusieurs mauvais goûts, ou en tout cas, il y a des degrés dedans. C'est-à-dire que souvent, il y a un mauvais goût qui est, enfin, c'est ce que dit très bien l'article, une sorte de rébellion taquine, quoi, qui vient titiller les limites et l'ordre établi qui est vu comme trop restrictif, quoi. Il y a un mauvais goût ironique. Ironique, tout à fait, ouais. Ouais. Et un mauvais goût... Ou cynique, d'ailleurs. Qui peut très vite devenir cynique, ouais. C'est ça. Et ouais. où la différence entre les deux est passionnante. Enfin, tu peux écrire des tomes d'histoire de l'art là-dessus. Exactement. Il y a un abîme, quoi. Et il y a un mauvais goût qui est négation du vrai, quoi, qui est rejet du beau en général. Oui, tu l'as pas dit comme tu l'as écrit, et il faut dire aux gens que ce que tu as écrit, négation du beau et donc du vrai. Oui. Et oui, Monsieur Jourdain. Hashtag oui. Aristote, ouais, représente. Je crois que c'est Aristote. Attends, j'ai un doute d'un coup. C'est toi la culture classique, c'est pas moi. On va dire que c'est Aristote, et puis comme ça tout le monde me croira sur parole. Merci beaucoup. Et donc, en fait, une des citations intéressantes, donc que j'ai traduite en mauvais français, mais pour vous donner une idée, c'est le kitsch gagne, enfin le kitsch l'emporte, lorsque ceux qui ont du goût refusent d'user de leur discernement pour éradiquer sa croissance excessive. En d'autres termes, la faiblesse des bons fait la force des méchants, quoi. Et toujours, je veux dire, ça c'est, voilà, rien de nouveau sous le soleil, etc. Et c'est la principale raison pour laquelle je maintiens une catégorie critique sur Métro Zen Dodo. Et où finalement, aujourd'hui, peut-être 75% du contenu que je publie, c'est de la critique culturelle ou de la critique gastronomique ou des choses comme ça. Et où je crois que se forcer à écrire ce qu'on pense, en bien ou en mal, et c'est affreusement plus difficile d'écrire des critiques positives que des critiques négatives, mais il faut se forcer à dire ce qui est beau, à dire ce qui est bon, à dire ce qui est bien. Parce que c'est tellement dur de le faire. Et c'est tellement facile de dire d'un truc que c'est de la merde. C'est... Ça, et c'est même plus généralement plus facile de perdre pied. Oui. Parce que si tu exprimes pas fortement ce que tu penses, au milieu des milliards d'occasions de douter de ce que tu crois, ce en quoi tu crois, c'est-à-dire que t'as 1000 manières aujourd'hui, on va te dire... Alors, moi, en tant que croyant, c'est déjà un truc difficile parce que forcément, dès qu'on parle d'un sujet de foi ou de religion, on va te dire que la science a fait ceci, etc. Enfin, il y a plein de contradictions possibles et du coup, tu remets tout en cause. Mais même sur les sujets tout à fait prosaïques, de ce que tu ressens par rapport à quelque chose, tu vas
avec peut-être un peu de pusillanimité qui est un excès de bonté, en fait, pour quelque chose, tu vas te remettre en cause pour rien, en fait. Oui, et tu peux te laisser emporter Ouais. par la négativité et finir par dire le contraire de ce que tu penses. C'est ça. Pour ça, l'amour contre, du bon mot. Ouais, c'est ça. Et la faiblesse des bons fait la force des méchants. Et oui, et c'est ça. Et il faut avoir la force d'être capable de dire le bon. D'être capable de dire ça me plaît. Ça, c'est beau. Ça, c'est vrai. Ça a bon goût. Parce que c'est super dur à faire. Et en le faisant, tu ériges une barrière de positivité. Et dans un monde qui adore la négativité, revenez à un précédent épisode et attendez-moi à parler pendant 3 quarts d'heure des réseaux sociaux. Je crois que c'est une gymnastique. Ça exerce un muscle au fond du cerveau, donc pas du tout un muscle, qui est peut-être le plus important de tout le corps. Vraiment, je crois, quoi. Et oui, oui. Et je crois pas que le kitsch en lui-même soit un problème, mais l'incapacité de dire non, là, stop, ou de dire non, là, stop, mais en même temps, ça dit ça, et ça dit ceci, ça dit cela, et peut-être que c'est un miroir, et tu vois, et d'être capable de pas être juste dans la réaction épidermique. On le fait pas assez, et je crois que c'est pourtant là que se joue un truc. Et que se joue un truc important, quoi, pour la société, la culture, le monde, l'humanité, enfin, tout détail, quoi. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai. Et dans cet article, bon, que je vous recommande évidemment, il y a une observation géniale d'Amanda Mull, que je ne sais pas avant, donc je dis comme je la connais, mais tu vois, non, en fait, non, je ne connais pas, qui disait, pareil, je traduis, mais c'est une citation un peu longue, dans toute l'histoire du capitalisme, les données économiques ont toujours orienté les entreprises vers l'exploitation des goûts du plus petit dénominateur commun, mais il existait une barrière gênante, appelée la honte, qui tempérait les pires extorsions. Les directeurs artistiques humains devaient faire les choix en sachant qu'ils devraient ensuite répondre à leurs amis et à leurs collègues. Aujourd'hui, les algorithmes facilitent la maximisation des profits, car les gestionnaires peuvent passer pour des génies technocratiques en cédant simplement tout le pouvoir créatif aux machines. Alors pourquoi elle dit ça ? Elle parlait de Shein notamment, ou cette marque chinoise de ultra fast fashion, parce qu'on n'est plus dans la fast fashion du tout, qui utilise des algorithmes pour naviguer, pour ressasser tous les réseaux sociaux, tout l'internet régulièrement, et créer des dizaines de déclinaisons de vêtements en fonction de ce qui est à la mode aujourd'hui. Et des trucs évidemment moins chers et mal foutus, quoi. Et ils ont noté notamment, je crois que dans leur... ils ont des milliers de nouveaux produits par jour, depuis plusieurs mois. Enfin, c'est effroyable. Et ma suspicion, c'est que ces machines répondent à d'autres machines, et donc elles créent un goût qui n'est pas un goût humain, mais un goût de la machine. Et vous savez quoi, les machines ont mauvais goût. Très mauvais goût. Je parlais juste avant l'enregistrement avec quelqu'un des créations générées par Dali, et bah pareil. L'angoisse. Les machines ont mauvais goût. Franchement. On en parlait encore avec l'IA écrivaine. Oui, ou Cédille, oui. Ouais, mais Cédille était presque... C'est mignon, presque. Voilà, il y avait une poésie quelque part dans Cédille. Là, non. Là, il y a juste du gros kitsch, quoi. Et je crois que c'est les machines qui parlent aux machines, et qu'on est spectateur, et Enfin, dans le meilleur des cas, on est spectateur. Dans le pire des cas, on est acteur, et on achète le mauvais goût de la machine. Et ça m'embête de pas être capable de mettre en ordre mes idées sur le sujet pour en faire le procès, mais un jour je vais y arriver, et ce sera bien parce que ça va me laver d'un truc. Mais merde, quoi, vraiment. Moi, j'ai toute une théorie là-dessus, mais elle est très religieuse. Mais je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Et je le suis beaucoup moins que toi, religieux. Mais, oui. On dit du diable qu'il est le singe de l'homme. Et là, l'homme se singe lui-même. C'est un niveau de méta, quand même. Ouais, c'est notre part de démon en nous, quoi. On est des démons au sens grec du terme, quoi. C'est-à-dire qu'on crée, on est capable de créer. Et donc, évidemment, on est capable de créer le moche. Et de créer le mal. La négation du beau, donc du vrai. La promotion du moche, c'est sa promotion du faux. Bref. On va vraiment le foutre dans la catégorie philo, ce podcast. Hein. Ouais, j'avoue, là. Ça devient un peu... philo de comptoir, certes, mais... Ah, bah écoute, les comptoirs, on peut toujours déguster un café en même temps. C'est plaisant, les comptoirs. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec les comptoirs ? Tiens, puisqu'on parlait de Chine, acheter.
J'ai... Est-ce que tu crois qu'il va falloir... Non, Non, ok. rien. Rien, ok. J'ai acheté, Anthony, puisque j'ai plus d'argent, j'ai acheté quelque chose d'hors de prix, qui est un boîtier de synchronisation Philips Hue, HDMI Hue Sync quelque chose, et un light strip, qui est de la même marque, un ruban lumineux adhésif, qui permet de faire des dégradés de couleurs, et ça fait des jolies couleurs derrière la télé. C'est très cher. C'est très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Adrien a vu ça, il a dit, hein, et il n'est pas du tout vendu à l'idée. Moi, je suis très fan. Je trouve que, alors, ça fait des jolies couleurs derrière la télé. C'est un peu compliqué à mettre en place parce que c'est Philips Hue, c'est quand même pas, mais c'est quand même beaucoup moins compliqué que d'autres marques de domotique en général. Donc, c'est ce qui fait peur aussi un peu sur la domotique, c'est que c'est censé être facile et accessible. Oui. Ça ne l'est pas. Et il faut l'installer et tout. Et en fait, derrière, bon, l'idée, c'est de faire comme la gamme Ambilight de Philips, des télés qui ont de la lumière qui reflète le contenu et le font s'étendre un petit peu au-delà de la télévision, quoi. Donc tu colles le strip derrière la télé. C'est ça. Enfin, tu colles pas techniquement, tu colles des petits supports sur lesquels tu peux mettre le strip. D'accord. Ce qui est mieux d'ailleurs parce que le strip, tu peux le récupérer comme ça pour n'importe quel endroit. Ouais. Et alors tous les kits équivalents, enfin pseudo-équivalents, genre Govee, autre marque à 80 balles seulement, en fait elles n'ont qu'une seule entrée HDMI. Là il y en a 4. Donc tu peux mettre tous tes appareils dessus. Ah oui, donc ça peut faire splitter, quoi. Ouais. Voilà, tout à fait. Ouais. Et tandis que sur les autres, non. C'est un seul appareil à la fois. Et l'intérêt, c'est que ce gros bloc noir dégueulasse que je déteste, la télé, prend vie, entre guillemets. Et tout le mur derrière est vraiment animé par ça. Et les couleurs sont vraiment chouettes, je trouve. Pendant que tu joues, pendant que tu regardes quelque chose, t'es vraiment... Enfin, en fait, j'ai l'impression que ça remet un peu les choses à leur place. Dans le sens où quand je vois Adrien devant la télé, par exemple, que je sors boire un verre et tout ça, et je reviens, toute la lumière que ça projette sur la personne, l'écran, je suis toujours un peu effrayé parce qu'on se prend une lumière, mais très intense en face. Oui. Et là, j'ai l'impression que ça renverse un peu le truc, dans le sens où c'est le mur derrière qui se colore un peu. J'ai un voisin dans la résidence d'en face qui a... Je sais pas si c'est un strip qui est derrière la télé ou si c'est une télé Ambilight. Et la dernière fois, c'était je crois la demi-finale ou le quart de finale ou demi-finale de l'Euro là, de foot. Et donc chez lui, tout était vert. Et tu voyais tu savais qu'il y avait la balle parce que la couleur changeait légèrement. Donc tu pouvais voir les couleurs des maillots, quoi. Ah ouais. Et je suis pas sûr que je veux ça chez moi. Mais je comprends ce que tu dis sur le côté ambiance très douce, quoi. Ça casse un peu... Quelque part, ça casse les bordures de l'écran. C'est ça. Qui sont très violentes. Ouais. Et tu peux ajuster la luminosité. D'ailleurs, je l'ai réduite vachement parce que c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Voilà. Mais moi, franchement, j'aime bien l'idée. Après, à voir, évidemment... Je peux plus renvoyer le truc, donc je vais le garder. Hein. Désolé Adrien, mais voilà. Mais ça faisait très longtemps que je voulais l'acheter. Je suis content de l'avoir fait quand même. Voilà. Je suis allé passer quelques jours dans une ville médiévale, donc j'ai évidemment pas pu m'empêcher de passer chez le bouquiniste et lâcher un demi-salaire en livres. J'exagère à peine. J'aurais pu. Vraiment. J'étais juste limité par le nombre de sacs que j'avais sur moi. Mais j'ai évidemment pris le site internet et j'ai déjà un panier rempli et ça va me coûter cher. Oui. Et c'est drôle parce qu'en même temps, je réfléchis à remplacer mon Kindle Oasis. Donc tu vois, des vieux livres papier et des livres numériques. Parce que c'est un Kindle Oasis de première génération qui doit avoir quelque chose comme 5 ou 6 ans et qui commence à faire des siennes. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que je n'achète quasiment plus sur Amazon. Parce qu'Amazon, c'est la foire fouille, bourrée de contrefaçons, et même de contrefaçons de livres. On a un vrai problème où maintenant on achète des livres papier, on reçoit des contrefaçons qui ont été imprimés à la demande. C'est dingue, ça. Terrible. Donc j'ai vraiment envie de sortir de leur écosystème, surtout là maintenant qu'ils viennent d'annoncer une augmentation de Prime. J'utilise aucun des autres services d'Amazon, donc rien à faire, quoi, j'ai envie de dire. Mais en même temps, c'est probablement le meilleur catalogue de livres numériques étrangers et le moins cher. Or, la quasi-totalité des livres numériques que je lis, ce sont des livres étrangers. Donc affaire à suivre. Je sais pas ce que je vais acheter pour remplacer mon Kindle Oasis. Je vais probablement publier un billet de blog là dans les jours qui viennent sur
dans quelle boutique de livres numériques il faut acheter, avec une analyse complexe de mes achats de livres numériques sur les derniers mois et combien ça m'aurait coûté d'acheter ailleurs que chez Amazon, les DRM et tout ça. Je sais pas. Mais peut-être que dans 3 ou 4 épisodes, j'annoncerai dans la rubrique acheter que j'ai acheté au pire le nouveau Kindle Oasis, au mieux autre chose. Ok. Intéressant. Il y a beaucoup de liseuses, enfin, à chaque fois, je me penche sur le sujet tous les 6 mois. Et les fabricants français ont l'air pas inintéressants. Après, j'ai l'impression que c'est pas encore au point leur truc, mais... Ouais, mais c'est frustrant, parce qu'en fait, Ouais. les fabricants français sont pas vraiment des fabricants français. C'est Vivelio qui est à Lyon, que je suis allé visiter. Super, j'aime bien l'idée de la boîte, mais déjà le patron qui était l'héritier de l'Empire de Citre. Il a revendu ses librairies au Furet du Nord et il a aussi vendu ses parts dans Vivelio, et donc lui s'est barré. Et en fait, Vivelio ne fait que rebrander. Alors, ils font un peu de soft et un peu de service, mais en fait, ils font que rebrander des liseuses qui sont conçues en Europe de l'Est. Et le souci surtout, c'est que y a qu'un seul fabricant d'écran, c'est E-Ink, et que ils ont la main mise sur la propriété intellectuelle des écrans. Des écrans dits à encre numérique, et que ça n'avance pas. C'est ça, en fait, il y a une série de mini-monopoles qui bloquent tout. Ouais. Le mini-monopole des gens qui font de la DRM, et notamment le rôle dégueulasse joué par Adobe dans la fermeture de l'écosystème. Ouais. Pour la commercialisation, le rôle qu'a joué Amazon dans c'est nous, on Bien fait sûr. mieux que tout le monde. Bien sûr. E-Ink dans son coin avec ses putains d'écrans. Il y a... mince, quoi. Ouais. Et j'aimerais réussir à lire sur l'iPad mini, et j'ai lu maintenant une demi-douzaine de livres numériques sur l'iPad mini, mais tu vois, là j'ai ressorti le Kindle Oasis, j'ai lu 2 romans affreusement plus rapidement que sur l'iPad mini, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça doit dire aussi quelque chose du confort de lecture. Donc bon, affaire à suivre. Est-ce qu'on peut revenir sur ce dont tu parlais dans la rubrique lire, la zone de confort, s'il te plaît? Avec grand plaisir. C'est un sujet que je déteste. Non, parce que souvent j'ai cette espèce de crainte, parce que je crois que je suis affligé de FOMO beaucoup. Je suis, pour dire la blague, en fait, il faut que j'arrête de dire ça d'ailleurs, parce que je dis que je suis homosexuel, mais en fait, les gens comprennent pas, et du coup ça gêne tout le monde quand je dis ça. Et il faut que j'arrête de dire ça, du coup. Je suis désolé les gens. Du coup, adepte de la FOMO, ouais, la zone de confort est un sujet qui me passionne, évidemment, parce que je suis très dans la zone de confort. La prise de risque n'est pas à la mode. C'est le problème en général des algorithmes. C'est-à-dire que la prédiction mathématique des algorithmes assassine une des principales composantes humaines, qui est la spontanéité. Et avec elle, la joie, bien sûr. La joie, oui. Victime collatérale. C'est pourquoi, enfin, à mon avis, on parlait de Chine vite fait avant, enfin, il y a aussi plein d'autres retailers qui copient en permanence ce qui fonctionne pour adapter ça à bas coût. Il y a aussi une affligeante prolifération de remakes aujourd'hui dans la culture. Beaucoup de choses qui sont des choses des ressuscités de ce qui existe déjà, en fait. Et aussi une adaptation de l'environnement à toi, en tant qu'individu. C'est edgy, t'auras des recommandations edgy si tu es un peu edgy, des trucs gay si t'es gay, des trucs mainstream si t'es mainstream. Apple Music est très mauvais à ça, donc à la limite tant mieux, tu vois, mais Netflix par exemple, les vignettes changent en fonction de ce que tu regardes, quoi. Évidemment, au final, tout ça est dans le creuset du mainstream, puisque tout devient mainstream dans ces cas-là. Et pour citer un auteur qu'on ne cite pas du tout ici et que j'aimerais bien faire découvrir aux gens, qui s'appelle Chesterton, ce qui est mort suit le courant, et seul le vivant peut aller à contre-courant, quoi. C'était presque bien dit, mon truc, là, je suis content. Non, c'est bien. Je lisais un article il y a quelques semaines sur l'âge moyen des acteurs dans les films. Ah, fascinant ça. Qui augmente. Et où une vision positive de la chose serait de dire oui, c'est normal, l'âge moyen des humains sur Terre augmente, et il faut quelque part être capable de reconnaître la réalité de l'humanité. Et puis peut-être que c'est bien parce qu'on sait aussi qu'il y a un contraste entre l'âge des hommes et l'âge des femmes. Or,
l'âge des actrices féminines a lui aussi tendance à augmenter, même s'il augmente moins vite. Donc peut-être qu'on va moins souvent se retrouver dans la situation classique du mec de 50 ans qui attire une nana de 22 ans et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes et que ça finit comme ça. Ça, c'est pour la vision positive. J'aurais plutôt tendance, surprise, à adopter la position négative qui est de dire on a du mal à concevoir le futur. Ce qui est normal, hein. Là, toi Bien comme sûr. moi, on enregistre pendant une des journées les plus chaudes de l'année. Il fait 38 degrés de l'autre côté de la fenêtre chez moi. Là. Je suis en train de fondre, littéralement. J'ai une bouteille d'1,15 litre de flotte. J'en ai déjà vu les 3/4. Je peux comprendre qu'on ait du mal à concevoir non seulement la fin du mois dans la situation économique dans laquelle on est, mais la fin de siècle, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, on se raccroche au passé. Et je blague un peu, mais de manière très sérieuse, en disant que je me sens vieux quand je vois que mon enfance est devenue vintage. Mais, quelque part, c'est les années 80 et le début des années 90, c'est un peu le dernier âge d'or, quoi. C'est certes, il y a le choc pétrolier, les années 70, la crise, machin, truc muche, mais on est avant la chute du mur, on est avant les incertitudes géopolitiques, on est avant la soi-disant fin de l'histoire de l'autre abruti de Fukuyama, et qui dès 2001, on lui a bien montré que non, l'histoire elle continuait, et voilà, on a eu le droit aux attentats de 2001, on a eu le droit à un nombre incalculable de crises économiques plus ou moins graves, on a eu le droit, évidemment, 2 ou 3 épidémies, dont une qui est devenue une pandémie, enfin, cette espèce de... Et donc, on rappelle Tom Cruise pour faire un remake de Top Gun. Et ça m'a même parlé des Star Wars, quoi. Parce que là, pour le coup, tu veux parler d'une usine à nostalgie. Mais où, du coup, quand tu dis c'est le problème des algorithmes, oui, je suis d'accord. On va bientôt avoir enregistré 50 épisodes et je crois que ça fait quasiment 50 épisodes qu'on répète la même chose. Mais je crois que c'est aussi un truc super humain et qu'en fait, on est en train de créer une culture doudou. On est en train de se créer un gros doudou à serrer très fort en voyant la fin du monde arriver. C'est-à-dire que, non, il est déjà créé depuis Oui, quelques temps maintenant. Mais... Ouais. C'est-à-dire que tu peux... Ouais, pardon, vas-y. C'est-à-dire que plutôt que de travailler à résoudre le problème, on va laisser la planète cramer en regardant Tom Cruise faire des loopings. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, tu peux vivre une vie sous-sédatif. Ouais. C'est possible. Et ce serait même pas, dans une sorte de limbe, tu vois, ce serait même pas une entre guillemets, mauvaise vie, c'est juste qu'elle sera stérile, quoi. Mais tu peux. Et tu l'as quelque part sur le... C'est évidemment un sujet qu'on peut raccrocher aux technologies, mais cette espèce de retour à des interfaces très complexes, des sites web très chargés, des applications avec des boutons, avec des bordures, des ombres, des couleurs qui clashent, ce que certains appellent le néomorphisme, d'autres appellent ça, je sais pas trop quoi, enfin bref. Mais ce serait censé être des choses qui correspondent à un certain manque d'attention, supposé ou réel, je crois qu'il est plus supposé que réel d'ailleurs, des générations les plus jeunes, de la génération TikTok, quoi, disons, et qui a tellement peu d'attention qu'elle n'est pas capable de parcourir un arbre de menu, et donc il faut lui mettre 150 boutons sous la tronche. Case in point, ce qu'Apple a fait avec les préférences système, qui sont devenus les réglages système, et où tout est remonté au premier niveau, et c'est... Pour un vieux con comme moi, c'est impossible, mais je suppose que pour quelqu'un de plus jeune, c'est génial. Et en même temps, c'est drôle, parce que c'est pas du tout nouveau. C'est un retour aux interfaces début des années 90. De tout mettre au premier niveau et de pas avoir 15 arbres de menu. Bien sûr. De pas gérer les fichiers. Parce qu'on n'a pas de système de fichiers à l'époque qui permettent de le faire. Et c'est des interfaces dodo. Ouais. On peut changer les couleurs. Parce que c'est quand même... Enfin, on peut l'interpréter comme ça aussi, hein, la nouvelle personnalisation, les nouvelles possibilités de personnalisation dans macOS et iOS. C'est plus... Enfin, on met en scène ce que je disais il y a 1 ou 2 épisodes, quoi. On met en scène que ça ne vient plus forcément complètement d'en haut, alors que si, toutes les possibilités sont prévues par en haut, mais on met en scène que c'est l'utilisateur qui a le pouvoir, et qui peut y compris faire du moche, faire du kitsch. Même ça, c'est prévu quelque part. C'est-à-dire la possibilité de faire du moche est prévue par le système. Mais bravo, enfin, on est revenu 30 ans en arrière dans la conception des interfaces, quoi. Bravo.
c'est ça en fait. Et c'est ce que j'aimais dans Upload, surtout la saison 1, c'est que la vision de la tech aujourd'hui, la tech et la machine en général existent pour prendre les risques à la place des humains. Oui, c'est bien dit ça, c'est beau. Et merci. Donc vrai. Oui. Hashtag Aristote représente. Entre parenthèses, c'est faux que tout ce qui est beau est vrai. Hein. Vous avez bien compris, les gens. Hein. C'est faux. Hein. La phrase exacte, c'est le beau, c'est la splendeur du vrai. Ce qui est déjà... C'est déjà plus nuancé et plus compréhensible. Voilà, plus vrai. Voilà, y a le lien que j'ai fait, évidemment, au début, était beaucoup plus rudimentaire et incorrect, il faut le dire. Ouais, et ce qui me m'époustoufle toujours et que j'oublie régulièrement, tant mieux, parce que sinon je pense que je serais déprimé, c'est que il y a ce rôle pervers et manipulateur de la publicité au sens large, qui prêche toujours une chose tout en encourageant le contraire. Toujours. Et toujours dans ce résultat qui est de déraciner les gens de plus en plus, quoi. Tu vas avoir 50 000 gourous qui vont t'encourager à quitter ta zone de confort, et en fait qui vont te dire ça, mais en fait parce qu'il faut que tu rejoignes notre zone de confort qu'on a prévu pour toi, tu vois, et t'échanges juste une cage de hamster contre une autre, et c'est pareil effectivement avec la technologie, encore plus peut-être, parce que tu restes sur un écosystème maintenant à vie, je pense, quasiment, enfin les Switch, je pense ça va de moins en moins, quoi. Mais il y a aussi une remarque à laquelle je pensais pendant que tu parlais des interfaces. Je me suis rappelé, j'avais acheté, tu te souviens, le petit ordinateur, là, faux ordinateur qui fait haut-parleur et tout, là, chinois, Adrien, mignon comme tout. Et en fait, l'interface, l'application, c'est une horreur. Il y a des boutons partout. Elle est très compliquée à comprendre. Et c'est intéressant de voir que les interfaces les plus complexes et les plus difficiles à appréhender sont pour des outils qui sont créés à la chaîne dans des trucs qui permettent justement au plus grand nombre d'accéder à cette technologie-là. C'est un truc chinois qui existe en 1000 exemplaires différents sur AliExpress, tous les jours t'en as un différent, mais l'application elle-même est un enfer, quoi. Un truc, quand tu parlais de la publicité, un truc qui m'est venu à l'esprit, c'est avec Cécile, on discutait il y a quelques jours on était touristes dans une ville médiévale qui croulait sous les touristes. Et on s'est posé à l'écart de la foule, et on regardait la foule, et on se posait la question justement, du tourisme au XXIe siècle, quoi, et on regardait le nombre de gens se prendre, enfin moi en tout cas, je regardais le nombre de gens se prendre en selfie, quoi, et quelque part tourner dos à ce qu'ils voyaient. Qu'est-ce que c'est intéressant, ça. Quand j'étais gamin, je prenais des photos avec mon appareil qui sortait sur du film diapo, là, j'ai des caisses et des caisses de diapo ici. T'étais face à ce que tu regardais, quoi. Ouais. Et certes, il y avait l'appareil photo entre toi et le sujet, mais une fois que t'avais plus l'appareil photo sous les yeux, et donc finalement, tu prenais ton champ de vision, quoi. Et ce que je trouve fascinant dans l'art du selfie, parce que c'est devenu un art. D'abord, je trouve toujours très drôle de voir des gamins se prendre des photos parce qu'ils regardaient leur GoPro, leur iPhone avec une perche, là. Et donc ils regardaient pas devant eux. Mais surtout, ce que je trouve drôle, c'est que fascinant plutôt que drôle d'ailleurs, c'est que quand ils prennent des photos, souvenir quelque part, d'abord ils sont dans la photo. Donc c'est pas forcément le monument qui est important, c'est le fait qu'ils soient dans le contexte du monument. C'est-à-dire qu'ils deviennent eux-mêmes objets de la photo. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus sujets. Ils deviennent un objet photographique à part entière. Et le contexte est plus important que l'expérience. Je trouve ça... c'est plus important de dire « j'y étais » que d'y être. Et ce qu'ils voient, c'est deux choses. Leur reflet, avec tout ce qu'on a dit dans le dernier épisode sur la manière dont ce reflet est manipulé, et donc ça n'est pas un miroir, et un appareil électronique. Et on se posait la question de l'intermédiatisation de l'expérience touristique par les appareils électroniques. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver sur place, qu'est-ce que tu as vu ? Des millions de résultats sur Google, des photos, que ça sert même plus à rien. Je prends plus de photos en voyage. Ça sert plus à rien. Elles ont toutes été prises. Oui. T'as prévu tous tes itinéraires avec Google Maps. Donc tu ne peux plus te perdre. Donc la spontanéité dont tu parlais tout à l'heure, elle est où ? C'est-à-dire que maintenant la spontanéité est un choix. Et donc, tu organises ta spontanéité. Donc la spontanéité n'existe plus. C'est-à-dire qu'il faut faire le choix de se perdre. Donc tu te perds plus. Soyons sérieux. C'est-à-dire que quand je fais le choix de me perdre, c'est un choix rationnel. Je me perds pas. Je sais que je vais retrouver mon chemin. J'ai juste décidé de m'en écarter.
C'est une angoisse permanente pour moi qui adorait me perdre. Les apps, les guides de voyage, tu peux... on a fait une visite guidée avec un humain, un vrai, c'était rafraîchissant, quoi, parce que tu sais pas ce qu'il va te raconter. T'as une personnalité, le type a passé 3 quarts d'heure à raconter n'importe quoi en me regardant et en regardant Cécile, parce qu'il savait qu'il avait affaire à 2 historiens. Ce qui est pas possible quand tu décides de faire la visite guidée avec l'audio guide, et où c'est la même expérience pour tout le monde, et il n'y a pas de place pour la surprise, pour l'accident, pour l'humanité. Et on se disait, mais quelque part, presque à quoi bon, quoi, venir, parce que finalement tu pourrais faire toute la visite, ton cul posé sur une chaise, outre que tu viennes pour faire un selfie, et c'est-à-dire pour dire j'y étais. Et c'est marrant parce que depuis très longtemps, on s'envoie une carte postale quand on part en voyage, et le texte la carte postale, c'est « nous y étions ». On traduit dans toutes les langues du pays quand on va dans des pays qui parlent pas français. Et où les gamins qui prennent des selfies, d'ailleurs je dis les gamins, mais c'est encore plus souvent que leurs parents, bah quelque part c'est ça, quoi. Et c'est plus important de signaler qu'ils y étaient que d'y être. Je trouve ça... Le rôle fondamental de la technologie dans la disparition de la spontanéité... J'aimerais trouver ça fascinant, mais je trouve ça terrorisant. Oui. C'est de manière générale, moi, ce qui m'effraie un petit peu dans le monde d'après, pour peu que ce monde d'après existe, parce qu'il met quand même du temps à accoucher. Et si ça se trouve, il est déjà là, en fait, depuis quelques années. Oui. Ouais. En fait, c'est que on vit quand même sur des acquis de, tu vois, judéo-chrétiens, beaucoup, même si c'est des choses qui sont détournées, déformées. Il y a un socle, on va dire, existant, mais la technologie fait qu'il est possible d'avoir un nouveau référentiel qui est soi. Enfin, en tout cas, l'illusion du soi. Oui, mais tu vois, c'est là où on n'est forcément pas d'accord, parce qu'on vient à la religion par les 2 points cardinaux opposés, et où je crois que toute la religion n'est que ça, n'est que soi. Soit par rapport à autre chose. Non, par autre chose par rapport à soi. Et cette faculté qu'a l'humain de se défausser sur autre chose pour absoudre soi. Tom Cruise, finalement, l'obligation qu'on a d'aller voir Tom Cruise au cinéma, c'est parce qu'on va plus à la messe. Soyons sérieux 2 minutes dans ce podcast de philosophie. Ah oui. Enfin, il y a des rituels de foule qui remplacent effectivement Oui, je suis d'accord. On communie différemment. Et le selfie est une communion. On l'envoie et, tu vois, itemis est, la messe est dite, allez-y, allez dans le monde. Faites des selfies. Là-dessus, on n'est pas d'accord, Arnaud. Je crois qu'on n'est pas d'accord. Mais il faut que je verbalise tout ça, ce sera pour le prochain épisode. De toute façon, t'es juste enragé parce que Augustin et Thomas d'Aquin sont plus intelligents que toi, en fait. Ils ont dit que... Enfin, c'est quoi c'est Saint Thomas, je crois qu'il dit qu'il y a 2 amours au créé 2 cités. L'amour de Dieu au mépris de soi, l'amour de soi au mépris de Dieu. Et clairement, enfin, le monde a toujours été dans un état au moins intermédiaire. Les gens ont toujours été dans un état au moins intermédiaire de ces 2 cités. Mais là où il y a rien de nouveau sous le soleil, du coup, c'est que l'optique est toujours la même. La démarche du rapport au réel, tout ça, c'est toujours religion de soi ou religion de l'autre, quoi. Mais une fois que c'est énorme, justement, cette espèce de socle qui sera épuisé, enfin sera abandonné assez longtemps au profit de la nouvelle religion du soi, qu'est-ce qui va se passer? Qui seront les rebelles de cette civilisation? Quelle école de pensée va prendre le relais là-dessus? Qui va s'opposer, tu vois, au culte de la machine, de l'humain par la machine? Tu parlais d'optique. Heureusement, dans quelques mois, il va y avoir un nouvel iPhone. Donc derrière l'optique, il y aura un capteur de 48 mégapixels. On y verra peut-être plus clair. C'est tout. C'est tout ce qu'il a à dire. Vas-y, c'est bon, vas-y. It's a wrap. Voilà. Donc, épisode combien